Bien, mesdames, messieurs, cette conférence de presse annuelle est pour moi l'occasion de rétablir une tradition, celle du commentaire des chiffres de la délinquance observés au cours de l'année écoulée. Cette tradition, vous le savez, puisque vous l'aviez regretté, avait été interrompue l'an dernier pour des raisons tenant à la nécessaire rigueur qui doit présider à cet exercice. Manuel Valls avait en effet voulu que le ministère de l'Intérieur se dote d'un instrument de collecte et d'analyse statistique de la délinquance moderne, fiable et précis. Il nous fallait faire en sorte que les chiffres de la délinquance soient aussi incontestables que ceux de l'inflation ou des déficits publics. Le gouvernement a donc pris ses responsabilités en mettant fin à ce que l'on a pu appeler la politique du chiffre. Comme l'ont démontré les missions menées par l'Inspection générale de l'administration et l'INSEE, cette politique avait mené trop longtemps au dévoiement des outils de pilotage des services, à une déclassification massive des plaintes et à une instrumentalisation inopportune des statistiques de la délinquance dans le débat public. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur a engagé une réforme ambitieuse dont l'objectif principal est clair: rendre compte fidèlement, en toute transparence, de la délinquance enregistrée par les services de police et de gendarmerie et permettre, par là même, d'orienter de façon pertinente leur activité pour la rendre plus efficace. Deux initiatives majeures ont donc été prises, sur lesquelles, à mon avis, il ne sera plus possible de revenir, si ce n'est dans le sens d'une amélioration constante du dispositif. La gendarmerie d'abord, la police ensuite, ont été dotés de nouveaux logiciels de rédaction des plaintes, intégrant un module statistique performant. C'est là une avancée technique essentielle qui permet de produire des données de qualité plus précises en termes de qualification pénale et dont l'exploitation permettra, au fil du temps, des analyses beaucoup plus fouillées. Sans ces outils de base, toute volonté de transparence aurait été vaine. Mais cette première étape n'était pas, bien entendu, suffisante. Il était nécessaire de créer, en outre, un véritable service statistique ministériel confié à des professionnels de cette science exigeante. Ce service a été officiellement créé le 8 octobre 2014. Il est composé de statisticiens dirigés par un inspecteur général de l'INSEE et a pour mission de garantir la sincérité et la fiabilité du dispositif de remontée statistique et de production des données, conformément aux exigences de la statistique publique. Il est désormais, ce service, le seul responsable des chiffres publiés, rendus publics chaque début de mois sur le site Intersat du ministère, dont il a seul la maîtrise. Après une période d'interruption inhérente à la mise en place des nouveaux outils, le service de statistique ministériel a donc démarré, depuis le mois d'octobre dernier, la diffusion mensuelle des chiffres constatés le mois précédent, en décrivant précisément les traitements statistiques effectués. Il est par ailleurs l'interlocuteur privilégié de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, l'ONDRP, lequel effectue des enquêtes annuelles dites de victimisation qui, elles, rendent compte du sentiment de la population à l'égard des problématiques de sécurité. La confrontation de ces deux sources de données sera pour l'avenir très riche d'enseignements, non seulement pour les chercheurs, mais également pour l'ensemble des services de police et de gendarmerie. C'est donc, mesdames, messieurs, sur la base de données statistiques robustes, fiables, que je peux aujourd'hui vous livrer de façon aussi rigoureuse et objective que possible l'analyse que m'inspire l'évolution de la délinquance enregistrée en France au cours de l'année écoulée et, bien entendu, me donne aussi l'occasion de vous dire les conséquences que j'en tire en termes de politique publique. À titre préalable, je veux souligner que le même souci de rigueur intellectuelle m'interdit d'évoquer, comme cela a pu être le cas par le passé, un chiffre unique de la délinquance, pour vous annoncer que celle-ci a globalement augmenté ou diminué au cours de l'année écoulée.
Ce chiffre unique, résultant de l'agrégation de données très disparates et n'ayant pas grand-chose à voir les unes avec les autres, allant de la dégradation sur les véhicules au vol à main armée, n'avait aucun sens sur le plan statistique. Ce qui a du sens, c'est d'étudier l'effet de délinquance, catégorie par catégorie, et de nous employer à les faire toutes régresser. Selon cette approche, plusieurs grandes évolutions me semblent mériter d'être relevées dans les chiffres de l'année 2015. Premier élément, la délinquance d'appropriation, vol en tout genre et cambriolage, a globalement diminué en 2015, parfois dans des proportions très importantes. Ainsi, les vols avec armes ont baissé de 13,7%. Les vols violents sans armes ont baissé de 9,4%. Les vols sans violence contre les personnes ont baissé de 1,4%. Les cambriolages de logements ont baissé plus légèrement, de moins 0,9%, mais ce coup d'arrêt intervient après une hausse continue de ce type d'actes qui avait cru de 18% entre 2007 et 2012. Les vols dans les exploitations agricoles ont baissé de moins 10%. Les vols liés aux véhicules ont globalement baissé de moins 0,9%. Je tiens ici à remercier très sincèrement les forces de sécurité pour ces bons résultats qui traduisent leur engagement et résultent d'une stratégie mise en place avec constance dans le cadre d'enquêtes souvent longues, mais toujours minutieuses. Ces résultats sont d'autant plus appréciables qu'ils sont enregistrés au cours d'une année tout à fait particulière, durant laquelle le terrorisme, la crise migratoire ou encore l'organisation de la COP21 ont concentré une part importante de l'activité des services. Pour autant, les services n'ont pas lâché le terrain et préservé le socle de leur mission, c'est-à-dire prévenir et réprimer la délinquance quotidienne. Ce point doit être souligné et je tiens en présence des directeurs généraux à adresser à leurs équipes mes félicitations. Les chiffres que j'ai cités recouvrent d'ailleurs des réalités concrètes et je voudrais prendre ici quelques exemples. Le travail réalisé par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante et la section de recherche de Versailles a permis de démanteler une bande criminelle spécialisée dans le vol et le trafic international de véhicules et de pièces détachées en Île-de-France en avril dernier. Leurs investigations ont permis de mettre à jour plusieurs filières d'écoutement de pièces détachées, dont une en Pologne, et ont abouti à l'incarcération de 7 individus. Le travail réalisé par la Sûreté départementale de l'Essonne, qui a réalisé 542 interpellations en 2015, constitue un autre exemple intéressant. Elle a permis de mettre un terme à l'activité de 29 filières de trafiquants de stupéfiants. Elle a mis hors d'état de nuire 4 équipes de cambrioleurs qui avaient violé l'intimité de 148 domiciles. Enfin, 55 auteurs de vols à main armée, commis pour l'essentiel au préjudice de commerces de proximité, ont été identifiés grâce à ce travail. Au final, par l'action de ces policiers, ce sont 132 criminels qui auront été incarcérés pour s'être livrés à cette délinquance ordinaire qui peut toucher chacune et chacun des Français. Je pense aussi à toutes les affaires initiées par les unités de proximité, nos brigades territoriales, nos commissariats, nos PSIG, nos BAC, qui permettent de contrarier la délinquance au quotidien et de garantir nos libertés les plus fondamentales. Je pense, à titre d'exemple, à l'interpellation il y a quelques jours à peine par les gendarmes de Bourgoin-Jallieu de 5 individus qui avaient dérobé 3 véhicules de grosses cylindrées dans une société de location de la région lyonnaise et qui préparaient visiblement des méfaits par l'utilisation de ces véhicules. Il s'agit là d'une illustration, parmi d'autres, de la capacité de réaction de nos policiers et de nos gendarmes. En 2015 toujours, police et gendarmerie ont résolu 14 704 affaires grâce au travail de la police technique et scientifique et notamment grâce aux empreintes digitales.
Ce travail, essentiel à l'enquête, a permis à la police judiciaire d'identifier rapidement 7 des auteurs des tirs au fusil mitrailleur contre les forces de l'ordre le 9 février 2015 dans la cité de la Castellane à Marseille. Ces résultats s'inscrivent également dans le cadre des plans mis en place à l'échelon national pour lutter contre les cambriolages et les vols à main armée, les vols de véhicules et les vols dans les exploitations agricoles. Chacun de ces plans, vous le savez, fait l'objet d'un pilotage fin et ciblé dans chaque département, mais fait aussi l'objet de partenariats noués avec l'ensemble des acteurs locaux concernés. Le plan contre les vols à main armée et contre les cambriolages s'est notamment traduit par une politique d'occupation de l'espace public et par des partenariats avec les associations de commerçants. Il a donné, comme je l'ai dit, des résultats tout à fait positifs que nous devons encore amplifier. Car ce type de délinquance est particulièrement intolérable pour nos concitoyens, dans la mesure où elle les frappe dans leur intimité, notamment leur domicile, ou bien dans leurs activités professionnelles, je pense au commerce et aux entreprises. De même, un plan national a été élaboré pour lutter contre les vols liés aux véhicules à moteur. Des diagnostics territoriaux ont été élaborés dans chaque département pour lutter contre cette forme de délinquance qui représente un quart des atteintes aux biens. Et comme je l'ai dit, les résultats sont positifs, mais parallèlement, les vols à la roulotte, ceux qui sont commis dans les véhicules en stationnement, ont, eux, augmenté de 1,5%, signe que nous ne devons pas relâcher nos efforts. Enfin, un plan a été adopté en 2014 pour renforcer la sécurité des exploitations agricoles, lesquelles sont exposées de façon croissante à l'action des réseaux criminels opérant à l'échelle européenne. Ce plan national a donné lieu à 79 plans départementaux et 24 conventions ont été conclues en 2015 avec les chambres d'agriculture ou les fédérations agricoles afin de mettre en place des actions de proximité qui se sont révélées particulièrement utiles. Il convient d'ailleurs de maintenir cette proximité avec les acteurs du monde rural afin de conforter l'excellent résultat observé cette année puisque les vols ont diminué de moins 10%. Pour ce qui concerne les violences crapuleuses, elles enregistrent elles aussi une évolution positive puisque en 2015, les violences crapuleuses ont diminué de moins 3,7%. Par contraste avec les chiffres que je viens d'indiquer concernant les atteintes aux biens et les violences crapuleuses, certaines formes de délinquance, peut-être moins visibles, mais qui constituent de véritables pathologies sociales, ont continué à augmenter en 2015. Je pense à la délinquance économique, je pense aux violences non crapuleuses, aux actes racistes et antisémites. Ainsi, les agrégats constituant les escroqueries et les infractions économiques ont augmenté en 2015 et représentent des volumes dépassant le total des faits de vol violent ou de cambriolage. D'autres indicateurs rendent compte d'une violence qui n'est pas crapuleuse, mais qui n'en est pas moins insupportable et qui est commise, la plupart du temps, dans le cadre familial. L'évolution des coups et blessures volontaires, plus 2,2%, l'évolution des menaces, plus 13%, comme celle des atteintes sexuelles, constitue ainsi un sujet de préoccupation très sérieux. Les statisticiens estiment en effet que 40% des coups et blessures volontaires sont commis au sein de la sphère familiale et touchent donc des populations particulièrement vulnérables. Leur nombre reste en outre sous-évalué, une part importante des victimes ne portant pas plainte. À l'évidence, les réponses que nous pouvons apporter dans ce domaine ne sont pas celles qui concernent la délinquance de voie publique. Nous ne pouvons pas mettre un policier ou un gendarme dans chaque famille. Le ministère de l'Intérieur a donc prévu de longue date des dispositifs d'aide spécifiques pour les victimes de ces violences. Les brigades des mineurs, les dispositifs de protection des familles, les intervenants sociaux dans les commissariats ou dans les unités de gendarmerie sont autant d'outils que nous nous sommes employés à promouvoir en 2015. J'ai souhaité que nous renforcions ces aides
à travers la généralisation du dispositif téléphone grave danger, mais aussi en demandant un traitement plus attentif des mains courantes et en prévoyant une formation renforcée pour les personnels concernés. Dans un autre ordre d'idées, l'augmentation des actes racistes, antisémites, anti-musulmans, ainsi que les atteintes aux lieux de culte, constitue pour le ministère de l'Intérieur un sujet de très grande vigilance et d'absolue fermeté. Les chiffres ont été communiqués par mes soins en détail la semaine passée par le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui a pris le relais de l'interview que j'ai donnée au journal La Croix. Je vous rappelle ces chiffres. En 2015, il y a eu 806 actes antisémites commis en France, un nombre en légère diminution de 5,5% par rapport à l'année 2014, qui était une année particulièrement préoccupante. Le nombre des actes anti-musulmans, 429, est en forte hausse, plus 223%, et celui des actes racistes, 797, croît également, quoique de façon plus modérée que l'an dernier. Le nombre des atteintes aux lieux de culte et aux cimetières a également cru de façon globale, avec un chiffre de 22,8%. Dans la République, les violences commises contre les individus, en raison de leurs origines ou de leurs croyances, constituent une atteinte inacceptable au pacte républicain. C'est pourquoi, en 2015, le gouvernement a non seulement mis en place un dispositif très puissant de protection des lieux de culte, mais a lancé un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme sans précédent, doté d'une enveloppe de 100 millions d'euros. Les premiers résultats de ce plan se font sentir, puisque la grande majorité des violences que j'ai évoquées ont été commises au cours du premier semestre de l'année 2015. Enfin, je souhaite appeler votre attention sur un chiffre frappant, celui du nombre des homicides, qui a augmenté de 16,1% en 2015. En réalité, cette hausse, 149 homicides supplémentaires, correspond presque exactement au nombre des victimes des attentats terroristes qui ont été commis sur notre sol au cours de l'année qui vient de s'écouler. Mais ce constat ne saurait nous dispenser de continuer à lutter avec obstination, bien entendu contre la menace terroriste, mais contre toutes les formes les plus violentes de criminalité. Celles-ci sont responsables d'un grand nombre des homicides constatés, notamment dans le cadre des règlements de compte. Ce combat contre le crime organisé s'est notamment traduit par l'adoption d'un plan de lutte contre le trafic des stupéfiants. Dans la continuité de la méthode ZSP, nous avons retenu une approche globale qui consiste à identifier avec précision les lieux de trafic, les trafiquants et leurs pratiques, pour ensuite passer à la phase d'interpellation et d'éradication de ces réseaux. Dans un troisième temps, nous maintenons sur la voie publique des forces de police en nombre suffisant afin d'éviter la réimplantation des trafics. À Marseille, par exemple, nos efforts ont permis de saisir cette année près de 14 tonnes de cannabis, 260 kg de cocaïne, 8,3 millions d'euros d'avoirs criminels. À Saint-Ouen, au début du mois de janvier, une vaste opération de police destinée à démanteler un réseau de trafic de cannabis a permis l'arrestation d'une dizaine de personnes. Et l'enquête a permis de mettre à jour l'existence d'un réseau structuré qui alimentait plusieurs points de vente à Saint-Ouen où s'approvisionnaient plus de 100 clients par jour. La répression de la grande criminalité passe également par la lutte que nous menons contre le trafic d'armes. C'est pour moi une priorité absolue. De nombreuses affaires nous montrent en effet que l'emploi de plus en plus fréquent des armes à feu nourrit la délinquance, élève le niveau de la violence constatée, alimente aussi les réseaux terroristes et accroît le sentiment d'insécurité. Pour lutter plus efficacement contre ce phénomène et déstabiliser les filières qui l'organisent, nous avons adopté un ensemble de mesures nouvelles, passant notamment par le renforcement des contrôles, l'adoption de mesures de traçabilité et l'adaptation de la procédure pénale, et nous avons aussi renforcé la coopération européenne.
J'observe par ailleurs sur ce sujet que les perquisitions administratives conduites dans le cadre de l'état d'urgence ont permis de saisir 402 armes, dont 40 armes de guerre. Toujours au titre du bilan de l'année 2015, je voudrais enfin mentionner un chiffre qui ne relève pas des statistiques de la délinquance, mais qui montre que dans la lutte contre l'immigration irrégulière, les forces de sécurité font preuve de la même rigueur et obtiennent également des résultats. L'an passé, le chiffre des éloignements forcés de personnes étrangères en situation irrégulière s'est établi à 15 485, contre 15 161 en 2014 et seulement 12 034 en 2010. En 2015, ce sont également 151 filières d'immigration clandestine qui ont été démantelées par les forces de sécurité, un chiffre en hausse de 60% par rapport à 2014. Cette évolution est à rapprocher de l'augmentation parallèle du nombre des personnes auxquelles la France a accordé l'asile. 19 447 en 2015 contre 15 489 en 2014, ce qui montre que la France sait se montrer face à une crise migratoire sans précédent en Europe, à la fois beaucoup plus généreuse à l'égard de ceux qui fuient les persécutions et peuvent prétendre par conséquent à la protection de notre pays, et rigoureuse à l'égard de ceux qui sont en situation irrégulière et qui doivent être reconduits dans leur pays. Il s'agit en réalité des deux facettes d'une même politique républicaine. J'ajoute que dans la comptabilisation des retours, contrairement à ce qui a pu se passer à d'autres époques, nous n'intégrons pas les retours accompagnés par des financements, notamment vers la Roumanie et la Bulgarie, puisque nous les avons supprimés. Ces retours qui permettaient de faire gonfler les statistiques avaient pour caractéristique de permettre à des ressortissants roumains et bulgares de partir passer Noël dans leur pays, de revenir après Noël et de bénéficier de nouveau de la prime pour la période de Pâques. De la même manière, nous avons mis fin à ce que l'on appelle les OQTF flash, c'est-à-dire à cette pratique destinée là aussi à gonfler les statistiques et qui consistait à donner des OQTF à des étrangers en situation irrégulière qui repartaient d'eux-mêmes. On constatait dans les aéroports leur départ et au moment de leur départ volontaire, on leur adressait dans la précipitation un OQTF qui permettait d'avoir des statistiques très avantageuses. Ce sont des pratiques qui ont cessé parce que je les considère comme non transparentes et absolument pas rigoureuses dans la manière dont on doit rendre compte de l'activité des services, ce qui n'empêche pas pour autant la mauvaise foi de certains qui continuent à utiliser ces chiffres frelatés. Les résultats que je viens de rappeler, c'est d'abord à la force d'engagement des femmes et des hommes qui composent les forces de l'ordre que nous les devons. Pour exécuter les décisions que je prends, mettre en œuvre les plans que je fixe, je sais qu'il y a des policiers, des gendarmes qui chaque jour, dans leur service, dans leur brigade, travaillent d'arrache-pied pour les traduire au mieux sur le terrain et les adapter aux spécificités de chaque territoire. Je sais qu'ils patrouillent dans nos rues, qu'ils veillent sur nos concitoyens, qu'ils poursuivent résolument les délinquants et entravent les projets criminels. Je sais qu'ils s'exposent, qu'ils se dévouent, qu'ils s'engagent, et je veux remercier le préfet de police de Paris, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie, pour le travail qui est fait par ces équipes. Sans les policiers et les gendarmes, pour les appliquer, nos décisions resteraient lettre morte, et j'aimerais que chacun ait pleinement conscience et que chacun mesure le prix que trop souvent ils paient, ces policiers et ces gendarmes, en remplissant leur mission. Chaque année, des policiers et des gendarmes tombent, victimes du devoir. Je pense notamment en cet instant au lieutenant de police Sandrine Mortas, tuée à Caen par un chauffard récidiviste, voici maintenant un peu plus d'1 an. Je pense aussi au major de gendarmerie Laurent Pruvot, assassiné à Roye, dans la Somme, le 25 août dernier, alors qu'il intervenait aux côtés de ses camarades pour neutraliser un forcené qui venait de décimer une famille.
Je pense au brigadier Yann Sayou, grièvement blessé en octobre dernier sur l'île Saint-Denis, alors qu'il cherchait avec ses collègues de la BAC de Saint-Denis à neutraliser 2 braqueurs en fuite qui venaient de dévaliser un entrepôt de bijouterie à Saint-Ouen. Et puis je pense bien entendu au lieutenant Ahmed Merabé, au lieutenant Franck Brinsolaro et au brigadier Clarissa Jean-Philippe, tombés sous les balles des terroristes les 7 et 8 janvier 2015. Je pense aux commissaires et aux brigadiers de la BAC qui ont manifesté un courage absolument hors du commun le 13 novembre dernier, en pénétrant les premiers dans la salle du Bataclan, où ils ont dû affronter l'horreur que l'on sait. Ils ont ainsi neutralisé l'un des 3 terroristes, sauvant par là même de nombreuses vies. Par-delà les services et les unités spécialisées, ce sont les mêmes policiers, les mêmes gendarmes qui luttent au quotidien contre la délinquance et contre le terrorisme. Car nous savons bien aujourd'hui qu'il existe des porosités entre le milieu de la délinquance et ceux du terrorisme. Nous savons que le terrorisme se nourrit aussi des trafics qui empoisonnent la vie de nombre de nos quartiers. Nous savons que les activités de grande ou de petite délinquance constituent parfois, au gré des rencontres et des séjours en prison, des étapes sur un chemin de radicalisation violente, susceptible de s'achever dans le passage à l'acte terroriste. C'est la raison pour laquelle le gouvernement prend toutes les décisions que justifie le contexte pour donner aux forces de l'ordre les moyens dont elles ont besoin pour accomplir au mieux leur mission. Nous avons ainsi mis un terme à la politique du rabot, conduite continuellement entre 2007 et 2012. Nous avons créé près de 500 postes par an depuis 3 ans, et à cette politique de fond, 3 plans pluriannuels sont venus s'ajouter. Plus de 1400 créations nettes d'emplois, au titre du plan antiterroriste décidé par le Premier ministre en janvier 2015. 900 créations nettes d'emplois, au titre du plan de lutte contre l'immigration clandestine en septembre dernier. Enfin, 5000 emplois au titre du pacte de sécurité annoncé par le Président de la République devant le Congrès en novembre dernier. Alors que la police et la gendarmerie avaient perdu près de 13 500 emplois entre 2007 et 2012, nous en aurons créé d'ici à la fin du quinquennat plus de 9000, ce qui n'est pas rien. C'est dans le même esprit que j'ai décidé de renforcer considérablement les équipements, les armes, les protections, les véhicules dont disposent les policiers des BAC pour qu'ils puissent mieux se protéger contre les violences dont ils peuvent faire l'objet dans l'accomplissement de leur mission, et ce plan s'applique à la fois aux BAC et aux PSIG. J'ai présenté ce plan BAC-PSIG le 29 octobre à Rouen. Il repose sur 2 aspects fondamentaux: une meilleure formation des personnels pour mieux sécuriser leurs interventions et l'élaboration d'une doctrine spécifique d'intervention. Enfin, c'est également pour donner aux policiers et gendarmes les moyens nécessaires à leur action que le projet de loi que défendra dans les toutes prochaines semaines le garde des Sceaux devant le Parlement comprendra un important volet de simplification de la procédure pénale. À cet égard, je veux rendre hommage devant vous à Christiane Taubira, qui, pour des raisons qui lui appartiennent, a choisi de quitter le gouvernement. Nous avons traversé ensemble, aux côtés du Premier ministre et du Président de la République, des épisodes extrêmement douloureux. Je pense, bien entendu, aux attentats de janvier et de novembre. Et je dois la vérité de dire la solidité et la détermination de Christiane Taubira dans ces épreuves. Jean-Jacques Urvoas lui succède et j'en suis heureux. Je lui adresse mes félicitations et tous mes vœux de succès dans la difficile mission qui est la sienne. Je connais ses éminentes qualités, je les ai éprouvées au Parlement et je sais qu'ensemble, lui et moi, nous nous emploierons en complicité et en complémentarité à servir les Français avec le même désir d'efficacité que celui qui m'a lié à Christiane Taubira au cours des 2 dernières années. Après les 3 projets de loi adoptés en 2012, 2014 et 2015 sur le renforcement de la lutte antiterroriste et le renseignement, nous poursuivons l'adaptation de nos outils législatifs pour doter les forces de l'ordre de moyens juridiques nouveaux et adaptés.
Ainsi, le projet de loi relatif à la procédure pénale prévoit notamment une nouvelle exonération de responsabilité pénale des forces de l'ordre pour mieux assurer la sécurité des personnels et des citoyens qu'ils protègent, dans le cas très particulier d'usage des armes lors de périples meurtriers. Il organisera également le cadre juridique de l'emploi des caméras piétons, qui permettront tout à la fois de protéger les personnels, en conservant la trace objective de leur action, et de faire baisser la tension lors de situations délicates. Toutes ces mesures visent à donner aux forces de l'ordre les moyens nécessaires pour qu'elles fassent respecter en toutes circonstances l'autorité légitime de l'État républicain. Quiconque conteste le droit des Français à vivre en sécurité, quiconque met en cause l'autorité de l'État et viole les lois de la République, doit savoir qu'il sera poursuivi et interpellé afin d'être traduit devant la justice et puni à la mesure de la gravité des actes qu'il a commis. Telle est notre conception de la justice et de l'ordre républicain. C'est une conception qui est très loin des gesticulations opportunistes, des commentaires approximatifs et des agitations de tribune qui abaissent la politique en l'éloignant de l'exigence de vérité. Car l'état de droit, ce n'est pas l'état d'agitation, ce n'est pas le vacarme, ce n'est pas les outrances, c'est au contraire ce qui nous permet d'agir avec efficacité face aux crises, de rétablir le calme en quelques heures sans aggraver les tensions, de conduire avec rigueur les investigations pour qu'elles soient efficaces et permettent l'identification formelle des auteurs des infractions commises. Il en a été ainsi à Roye, à Moirans, à Calais, il y a de cela quelques jours à Grande-Synthe, et je veux redire ici avec la plus grande netteté, car c'est ma boussole et ma conviction, que seule l'application stricte de la loi et des moyens de contrainte qu'elle confère préserve l'autorité de l'État, aussi bien que les droits des citoyens. On n'a pas besoin, pour défendre avec force l'autorité de l'État et l'État de droit, d'être tous les jours énervé. Enfin, je souhaite insister sur le fait que la lutte contre certaines formes de délinquance, comme contre le terrorisme, passe nécessairement par le renforcement de la coopération européenne et internationale. Du reste, les services ont dorénavant acquis le réflexe de recourir aux outils de la coopération policière européenne et internationale dans leur pratique quotidienne. En 2015, 15 000 officiers de police judiciaire, policiers et gendarmes ont ainsi pu bénéficier de l'accès direct depuis leur poste de travail aux principales bases de données Interpol. C'est là une des raisons pour lesquelles je me suis réjoui des résultats de la réunion des ministres de l'Intérieur qui s'est tenue lundi dernier à Amsterdam et à laquelle je me suis rendu avec un agenda extrêmement précis qui sera mon agenda européen et international pour 2016. Au titre de la lutte contre le terrorisme, nous y avons obtenu, au terme de mois d'efforts, une révision du Code de procédure Schengen, de l'article 7-2 précisément, qui permettra de procéder à des contrôles approfondis de l'ensemble des ressortissants européens qui quittent le territoire de l'Union ou y reviennent. Nous avons besoin de cet outil pour lutter contre le terrorisme. Nous avons également obtenu que le Parlement européen valide la proposition de directive sur le PNR, qui permettra d'établir la traçabilité de ceux qui franchissent les frontières de l'Union européenne en utilisant des moyens aériens. Cette mesure nous aidera considérablement dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la lutte contre le crime organisé. Nous avons obtenu une révision de la directive européenne relative aux armes à feu, modification qui reprend nos principales demandes, l'extension du champ d'application de la directive aux armes blanches et neutralisées, l'adoption d'un système commun de marquage ou encore l'encadrement plus rigoureux de la vente des armes sur Internet. Mais je dois la vérité de dire que beaucoup reste à faire pour mettre enfin les Européens en capacité de répondre aux périls graves qui les menacent. Nous devons faire en sorte que nos partenaires européens alimentent systématiquement et de façon homogène le système d'information Schengen en information sur les individus présentant un risque terroriste. Nous devons mettre en place sans tarder une task force européenne, mobilisant les meilleurs de nos experts, pour identifier les faux documents qu'utilisent les terroristes de Daesh
en mobilisant Interpol, nos services de police spécialisés. Nous devons enfin obtenir que l'interopérabilité du SIS et des autres fichiers criminels dont disposent les États membres soit considérablement améliorée. J'insiste sur ces points. Les vrais enjeux sont là, dans la lutte contre le terrorisme. Et si nous ne sommes pas capables de mettre en œuvre très rapidement cet agenda, alors nous n'en aurons pas fini de disserter ensemble sur les trous dans la raquette et les failles dans les dispositifs de renseignement européens. Voici donc très concrètement les mesures qui doivent être mises en place d'ici le prochain Conseil JAI, qui se tiendra sans tarder le 25 février. Comme nous en sommes convenus hier à Berlin avec mon homologue Thomas de Maizière, et j'ai eu l'occasion de présenter cet agenda devant le Conseil des ministres allemands, j'y étais invité et j'ai constaté que sur ces sujets, le moteur franco-allemand était déjà en marche. La lutte contre le terrorisme engage aussi la Turquie, puissance régionale qui a été cruellement frappée à son tour par la barbarie de Daesh. Je me rendrai en Turquie la semaine prochaine. La lutte contre le terrorisme engage aussi nos alliés du Maghreb qui combattent contre la menace radicale, à l'image de l'Algérie, où je me rendrai également au mois d'avril, après y avoir accompagné le Premier ministre dans quelques semaines. La lutte contre le terrorisme engage aussi les États-Unis, et pour poursuivre le dialogue avec les opérateurs Internet et rencontrer mes homologues américains, je me rendrai aux États-Unis au mois de mars. Protéger les Français contre la menace terroriste, protéger les Français contre la délinquance. Cet objectif conduit le ministère de l'Intérieur à ne laisser aucun angle mort, à agir dans la proximité au plus près des citoyens, dont il doit conserver la confiance, aussi bien qu'à entraver les projets de ceux qui menacent la sécurité des Français, et pour cela, nous mobilisons nos partenaires étrangers et européens. Aucune politique de sécurité efficace ne peut aujourd'hui faire l'économie de ce double investissement. Protéger les Français est une mission qui exige de la rigueur, beaucoup de rigueur intellectuelle et de lucidité. Le travail statistique sans concession effectué par le service statistique ministériel constitue le socle de cette discipline, en nous montrant où sont nos faiblesses pour que nous puissions mieux les corriger, en mettant aussi en évidence les tendances vertueuses à conforter. Et comme vous l'aurez remarqué dans l'exposé que je viens de faire, j'ai rendu compte de tous les chiffres, les bons et les moins bons, parce qu'on ne peut pas appeler à la rigueur si l'on ne rend pas compte de la totalité des chiffres qui témoignent de l'activité de nos services. Enfin, je voudrais conclure en vous disant que l'année 2016 est une année qui présente autant de risques que l'année 2015 et que nous aurions tort de considérer que, sous prétexte que le temps passe et que nous nous éloignons des derniers événements tragiques qui ont affecté notre pays, la menace terroriste s'efface. Non, elle est là toujours présente, au moins aussi grave, si ce n'est plus grave qu'elle ne l'était au mois de novembre. Tous les jours, nous procédons à des arrestations, à des interpellations d'individus engagés dans des filières terroristes et qui peuvent à tout moment passer à l'acte. Nous ne rendons pas toujours compte de ces arrestations, d'abord parce que nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas obérer le bon déroulement des enquêtes et que la confidentialité de ces enquêtes est la condition de leur aboutissement, parce que je me refuse à m'exprimer sur ces sujets sans un accord parfait avec le parquet antiterroriste, et je veux saluer François Molins pour le travail extraordinaire qu'il accomplit avec les juges antiterroristes et le remercier aussi pour le haut niveau de confiance qui existe entre le parquet antiterroriste et le ministère de l'Intérieur. Et dans cette période très difficile que nous avons affrontée et que nous allons affronter encore, il n'y a qu'une doctrine dans cette maison: travailler, travailler encore, travailler toujours, le plus sérieusement possible, le plus rigoureusement possible, en s'effaçant derrière l'État, les circonstances l'exigent. Et lorsque vous sortirez de cette salle et que vous verrez la galerie de portraits de ceux qui m'ont précédé, ils sont nombreux, vous constaterez que ceux dont on se souvient du nom sont très peu nombreux. Donc ça conduit à une certaine humilité
dans l'exercice de la fonction, une humilité d'autant plus grande que les défis sont considérables et qu'il faut les aborder en essayant de faire au mieux. Et je veux vous confirmer que même lorsque l'on essaie de faire au mieux, on n'est jamais sûr de bien faire. À vous toutes et à vous tous, une excellente année 2016. Et je vous invite maintenant à partager un café et du Perrier, parce que nous luttons aussi contre la sécurité routière, dont je ne vous ai pas parlé, puisque j'en ai parlé hier.